Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Jacques Pradel, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir ce matin. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous avez quitté votre Corse j'en arrive, vous voyez, avec l'eau locale. Sur le débarque de l'avion, là, oui. Alors avec vous, on va parler crime. Ça m'étonne, oui, ça. C'est étonnant. Hein. Chronique criminelle et autres histoires extraordinaires. C'est un nouveau magazine qui vient de sortir. C'est un mensuel. Chaque premier mercredi du mois. Il est sorti mercredi dernier avec Estelle, l'innocente et les diaboliques. On va revenir sur ce journal qui est une déclinaison de votre émission de TFX. Hein. Alors pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a évidemment le titre est le même. Dans chaque numéro, oui, bien sûr, il y a une référence à Chronique criminelle et dans chaque numéro mensuel, le dossier du mois est consacré à un dossier que nous avons par ailleurs traité dans cette émission, bien sûr. Alors, on va passer... samedi, il y aura un nouvel épisode, un inédit de La mort mystérieuse de l'institutrice. Voilà, d'une institutrice en 2014 qui disparaît pendant sa pause déjeuner et les recherches. Est-ce qu'on l'a retrouvée? On l'a pas retrouvée? Si on l'a retrouvée. Il faut regarder l'émission. Il faut regarder l'émission. Allez, en général, on les a retrouvés malheureusement, pas forcément dans un état parfait. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Cher Jacques, vous devriez plutôt aller au Mexique. Là-bas, c'est 3 à 4 crimes par jour exécutés par le cartel de la drogue. Il y avait un documentaire la semaine dernière sur TMC et qui est désormais en replay. Écoutez cet extrait. Regarde, le corps est là-bas. L'identité de l'homme est inconnue. Si personne ne réclame son corps, il finira dans une fosse commune, comme dans la plupart des affaires que couvre Ariel. Combien de crimes comme ça vous couvrez par jour? Dans les journées les plus chargées, ça peut être 3 ou 4 par jour. Ils sont presque tous liés au cartel. C'est devenu banal. On voit ça tous les jours. C'est la vie quotidienne. Demande à n'importe qui, ils te diront que c'est quelque chose de normal. Oui, de normal. Vous connaissez cette région, vous me disiez à antenne? C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de faire des interviews de journalistes qui ont eux-mêmes mené l'enquête dans cette ville de Ciudad Juárez, qui est pas loin de la frontière américaine, et que on appelle souvent là-bas dans la presse la ville qui tue les femmes. C'est-à-dire que là, le féminicide n'est pas une exception. Il y a des centaines de femmes qui ont été exécutées. Et le problème de cette ville, mais ça c'était décliné dans le documentaire dont vous parlez, le reportage, c'est que malheureusement peu d'enquêtes aboutissent parce que derrière c'est les cartels de la drogue et que tout le monde est un petit peu dans la main des cartels, police et militaires compris. Alors comme on est le lendemain du lundi de Pâques, évidemment les émissions étaient un peu mises sur off, donc j'ai pris des sons que vous avez mis de côté, que j'ai pas eu l'occasion de vous diffuser, comme Quotidien qui avait épinglé Kylian Mbappé à Clairefontaine au moment du match de l'équipe de France. Alors à Clairefontaine, il se balade toujours avec des lunettes de soleil, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Mais derrière cette attitude, vous allez voir, il y a peut-être du business. Évidemment, on a assisté au traditionnel défilé de mode des joueurs de l'équipe de France, filmé, photographié. Celui qui s'est fait remarquer, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et ses lunettes de soleil, il est arrivé avec, il les a gardées à l'intérieur du château. Le caméraman de la Fédé a tenté une petite vanne de tonton. Et ces lunettes, Kylian, alors? Il y a du soleil? Non, c'est le matin. Soit Kylian Mbappé se la raconte méchamment depuis qu'il a été nommé capitaine de l'équipe de France, soit le contrat de sponsoring qui le lie depuis un an à la marque de lunettes Oakley l'oblige à faire la promotion partout et tout le temps de la nouvelle paire qu'il vient de créer. Ça me fait rire. Voilà pourquoi il garde les lunettes. On s'en doute un peu. Cette vidéo incroyable que vous avez peut-être vue du rugby sur Canal+, le joueur démarre une interview après match, mais le match n'est pas terminé. Il va retourner jouer. Ah bon? Elle m'avait échappé. Dans le plan. Il n'a pas sifflé, Ah bon, j'étais en train de faire... Bravo Romain.
Je croyais qu'il avait sifflé la fin. Bah ça, c'est bien, c'est bien. Alors là, on a assisté à quelque chose d'assez inédit, la première interview Pendant le match. Il est reparti jouer. Il a commencé à répondre à l'interview, il est reparti jouer. Sur TF1, vous savez, on célèbre chaque jour le mariage dans cette émission. Alors, il y a les discours des mariés et puis la fameuse chanson qu'on a réécrite. Vous me direz, après l'avoir entendue, il a réécrit une version de Francis Cabrel. Pour moi, c'est un crime. Hein. C'est pas la cabane au fond du jardin. Non, écoutez. Et voilà, nous y sommes mis, et c'est aujourd'hui, c'est le jour que l'on a choisi pour s'unir. Je t'aime à mourir, je t'aime à mourir. On a surmonté tous ces tracas pour y en arriver là, oui, pour y en arriver là. Voilà, j'arrive à la fin de ma petite chanson. Mais aujourd'hui, en ce jour, nous débutons notre union fusionnelle. Fusionnelle. Ça, c'est votre musique de fin? Non, c'est pas ma musique de fin. Ah bon, d'accord, j'ai eu peur. Ouais. Non, c'est pas ma musique de fin. Bon, faut mieux s'abstenir quand on chante pas, non? Ouais. Mais il y avait pas dans... Non, c'est pas dans Témoin numéro 1 où il se chantait, il s'envoyait une chanson. Non, c'était dans le rideau, une autre émission qui s'appelait L'amour en danger. Ah oui, L'amour en danger. C'était ma séquence préférée. Il m'arrivait de demander aux gens quelle était la chanson. C'est pour ça que je vous ai mis cet extrait. Symboliser, voilà. Ah oui, c'était terrible ça. C'était ma rubrique préférée. Je me souviens de ça. Voilà, c'était pas. Il y a prescription, mais c'était pas une idée à boire. Mais ça me faisait rire, moi. Ah bah oui. Mais c'était violent des fois la chanson. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai passé un extrait d'une chanson réécrite. Voilà, c'était pour déclarer un amour. Et on finit par Stromae, vous savez, qu'il a fait la une des médias la semaine dernière en annulant toute sa tournée. On s'inquiète un peu. On lui souhaite quand même une bonne santé. Santé est un titre de Stromae. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Et oui, on pense à lui. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jacques Pradel, les dossiers de chronique criminelle. C'est un nouveau mensuel qui est paru mercredi dernier et on va en parler avec lui dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jacques Pradel avec la sortie de ce nouveau mensuel Chronique criminelle et autres histoires extraordinaires paru mercredi dernier. Ça paraîtra tous les mercredis. Alors déjà, comment allez-vous, Jacques Pradel? On vous voit sur TFX, on vous voit pas, on vous entend sur TFX dans Chronique criminelle, mais racontez-nous un petit peu ce que vous devenez pour les auditeurs qui vous ont suivi sur différentes antennes et même les téléspectateurs. J'ai largement dépassé et de loin les 64 ans d'une retraite hypothétique. Ouais. Non, mais je fais plein de choses, évidemment. Je continue à écrire des livres. J'en ai publié un cette année. Mais qui sort en livre de poche. Qui va sortir en livre de poche. Vous êtes bien renseigné. À partir de septembre. Et j'ai un nouveau livre qui va sortir dans la même maison d'édition, d'ailleurs, aux éditions du Rocher. Et c'est un livre que nous écrivons avec François Daoust, dont le nom est peut-être moins connu du grand public, bien sûr, mais c'est un général de gendarmerie qui est, en plus d'être un ami, à force de le rencontrer dans des tas d'émissions, qui est l'ancien patron des experts de la gendarmerie, c'est-à-dire le fameux IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Donc c'est quelqu'un qui sait tout sur les avancées de la police scientifique, et on va proposer au public un livre où on raconte le futur, à quoi il faut s'attendre. On a appelé ça police scientifique, le choc du futur. Voilà. Ah ouais, parce qu'il va y avoir des innovations. Enfin, on voit déjà. Peut-être qu'il n'y aura pas de révolution comme il y a eu la révolution de l'ADN, si vous voulez, mais il y aura des évolutions plus que marquantes. Je sais pas, le portrait robot génétique, par exemple, quand même, c'est pas rien de pouvoir. C'est quoi le portrait robot génétique? C'est à partir de l'ADN, avec un avis des comités d'éthique, évidemment, qui doivent donner, ainsi que la justice, la permission d'aller dans des gènes non codants, vocabulaire un peu compliqué, mais ça permet de faire une vue d'artiste
exactement comme quand on fait un portrait robot, finalement. Voilà. Alors, chronique criminelle et autres histoires extraordinaires, ce sont des dossiers. La une, vous la faites sur vos révélations sur l'affaire Mouzin-Fourniret. C'est l'une des affaires qui pour vous, est la plus emblématique de ces dernières années. Les plus marquantes de ces dernières années. D'abord à cause de la personnalité de Fourniret, qui est maintenant décédé. Mais on va en reparler cette année, puisqu'au mois de novembre, il va y avoir un nouveau procès auquel va devoir répondre Monique Olivier, la compagne de Fourniret. Et on s'interroge et on se pose la question de savoir, c'est les questions que se pose tout le monde sur cette affaire incroyable. Comment ce couple est-il resté en dehors des radars des enquêteurs pendant aussi longtemps Monique Olivier, qui va avoir à répondre de sa responsabilité, pour moi, est vraiment co-auteur à 100% de l'ensemble des... Sur Netflix, Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était proche de... Évidemment, c'est Netflix, donc il y a des raccourcis quelquefois. Et vous pensez que c'était proche de la réalité ? Oui. Oui, absolument. Est-ce qu'elle est pire que lui, à votre avis ? Je pense, je le pense sincèrement. Vous savez, au premier procès en 2008, il y a un psychiatre qui a eu vraiment la formule qu'il fallait avoir. On lui demandait de parler de la personnalité de Monique Olivier et ses rapports avec Fourniret, parce qu'elle a toujours dit, elle s'est toujours présentée comme une femme soumise, un petit peu soumise aux caprices d'un dangereux criminel, etc. Et ce psychiatre a dit, en fait, en résumé, elle lui a donné son permis de tuer. Parce que Fourniret n'a jamais tué personne. Avant, c'était un prédateur sexuel, etc., un violeur. Mais avant de rencontrer Monique Olivier, il n'avait jamais tué. Et elle, moi, l'image qui me vient toujours, c'est la marionnette et le marionnettiste. Et je dirais que elle se présente comme une marionnette, mais il faut savoir que la marionnette à manipuler le marionnettiste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un criminel qui passe le pas ou autre ? Comment on peut imaginer ? Est-ce que ça veut dire que ils ont plus de limite ? Est-ce qu'on est dans de la folie ou c'est le plus grand mystère. Le mystère du passage à l'acte, c'est le plus grand mystère dont on peut dire qu'il ne sera jamais résolu à 100%. Parce que il y a autant d'histoires que de criminels, hommes et femmes confondus malheureusement. Et en fait... Le public, et moi le premier d'ailleurs, se pose souvent les questions devant... Là, je parle pas de criminalité organisée, ni même de tueurs en série, mais quand il y a un crime et qu'on apprend la réalité des choses, on peut pas s'empêcher de dire mais qu'est-ce que j'aurais fait moi dans les mêmes circonstances ? Alors simplement, ça veut dire que les circonstances qui conduisent à un meurtre sont souvent créé par une personne qui ne voit pas d'autres problèmes pour annuler son problème que d'annuler la personne qui représente ce problème. Est-ce qu'elle a encore des choses à dire ? Est-ce qu'elle peut dire des choses, Monique Olivier ? Elle peut craquer ? Oui, craquer. Moi, vous savez, il y a quelqu'un de très important dans cette affaire, ce qu'on rappelle d'ailleurs dans le magazine. Il y a eu 8 ou 9 juges d'instruction qui se sont succédés, dont certains n'ont même jamais eu le temps de découvrir l'ensemble du dossier. Il fallait un an pour le lire. Et à un moment, il y a une femme, juge d'instruction, qui s'appelle Sabine Kéris, qui arrive. Et là, c'est elle qui va obtenir les aveux de Michel Fourniret. C'est elle qui va initier une sorte de relation de confiance, le mot est terrible, mais de confiance entre Monique Olivier et elle. Et c'est elle qui va obtenir finalement... l'aveu, l'approche de la vérité, même si on n'a pas trouvé le corps de la malheureuse petite Estelle. En tout cas, on sait maintenant quasiment comment ça s'est passé. Et Monique Olivier, à l'instigation de Sabine Kéris, a fini par avouer que c'est elle qui avait passé le fameux coup de téléphone qui a mis hors de cause Fourniret pendant des années. Pendant des années, elle l'a couvert, elle lui a servi d'alibi. Voilà. Et donc, alors au procès, vous savez, les procès, il faut jamais dire que les procès ne servent à rien. Au procès, il est parfaitement possible
bon, c'est pas à 90%, mais il est parfaitement possible qu'il y ait vraiment des révélations spectaculaires. Des révélations. Alors on va parler de ce magazine, hein, parce qu'il est extrêmement complet et varié, c'est-à-dire qu'à la fois vous revenez sur d'anciennes affaires, il y a des témoignages, celui de Christophe Coppen qui est un négociateur qui raconte une affaire, du raid, absolument. Oui. Dans la tête de Jonathan Daval, vous revenez aussi sur des histoires passées, Alain Delon et ses rapports avec le milieu. Oui, sa fascination, on peut dire, avec le milieu, qui est très connu, hein, d'ailleurs, qu'il a toujours raconté lui-même, il a toujours assumé ses amitiés, voire avec des gens peu recommandables, dont le fameux François Marcantoni, à l'époque, qui était un des parrains du milieu corse. Mais voilà. Mais ce n'est pas, d'ailleurs, dans aucun des articles de ce magazine, il n'y a jamais de règlement de compte. C'est-à-dire que nous, ce qui nous dirige, c'est d'expliquer aux gens la réalité des choses, de faire la part entre les rumeurs et la réalité, et de leur raconter le mieux possible comment les choses se sont vraiment passées. Il n'y a pas de sensationnalisme qu'on peut avoir parfois dans certains magazines du même type. Là, vous êtes vraiment sur du factuel, sur raconter des grandes enquêtes. Aucune complaisance avec le sang, avec le macabre, avec la violence, mais une fascination qu'on partage avec une grosse partie du public, on le sait, pour le décryptage. C'est-à-dire raconter vraiment, quelquefois, des mois ou des années de travail de la police ou de journalistes spécialisés. Est-ce que dans le futur, c'est l'intelligence artificielle qui va solutionner les crimes comme ChatGPT ? Vous savez, de la même manière que on dit l'ADN a remplacé, on disait avant que l'aveu était la reine des preuves, après l'ADN, on parle de l'ADN tous les jours finalement, parce que ça a permis de résoudre des affaires qui n'auraient jamais été résolues sans cela, mais l'ADN n'est pas non plus la reine des preuves. Et certainement, l'intelligence artificielle va servir, mais là, j'anticipe sur le livre qu'on prépare avec François Daoust, oui, bien sûr. Ça va permettre de créer des logiciels d'analyse. Par exemple, l'intelligence artificielle permet de repérer dans une foule quelqu'un qui a un comportement anormal. Bon. Donc ça va changer. Et ça va forcément changer les choses. Et c'est déjà couplé à des caméras de vidéo protection ou surveillance. Ça sert déjà. Et d'où ça vous vient, vous, cet intérêt, je ne vais pas dire fascination, mais pour ces affaires criminelles? Mais moi, l'intérêt, c'est dû c'est des hasards, une succession de hasards professionnels perdus de vue, dans lequel, dans l'émission, on a eu quand même l'affaire Émile Louis, qu'on n'avait absolument pas prévu, parce que c'était un magazine familial. Et puis après, dans la foulée de cela, on a créé avec Patrick Menet Témoin numéro 1, toujours pour Pascal Brognaud, dans l'unité de Pascal Brognaud. Et c'est là où j'ai fait vraiment une vraie plongée dans le monde policier, gendarme et justice, finalement. Et là, quand on est happé par ce monde et par ces policiers, ces juges, ces gendarmes qui font un travail qui se battent contre le crime. Alors, c'est compliqué parce que en général, ils sont plutôt pudiques. Donc, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont dirigés par... C'est sauver la veuve et les orphelins, quoi. C'est tout. Et c'est très admiré. Et moi, j'admire cette façon de voir les choses. Une dernière question, est-ce que l'affaire Jubilard est le crime parfait ? Alors, pour l'instant, vous savez, vous avez vu... Il y a la phrase en exergue, il n'y a pas de crime parfait, il n'y a que des crimes impunis. C'est pour ça que je vous pose la question. Ceux dont la perfection n'a pas été découverte, c'est Alain de Mouzon qui dit cela. Oui, absolument, mais d'abord, je pense que le vrai crime parfait, on le détectera jamais parce qu'il est parfait par définition. Mais dans l'affaire Jubilard, c'est vrai que c'est une affaire hors norme, en tout cas, puisqu'on a quelqu'un qui est, rappelons-le quand même, présumé innocent, toujours, pour l'instant. On n'a pas trouvé le corps, on n'a pas trouvé d'arme du crime, on ne sait pas 90% de ce qui s'est passé ce fameux soir dans cette maison. Donc c'est injuste qu'il soit en prison. C'est injuste qu'il soit en prison.
C'est-à-dire qu'il est en... C'est le seul. Il est en prison, mais c'est pas une punition. La prison provisoire n'est pas une punition. C'est prévu par le code pénal. Ça peut durer 4 ans, je vous signale. Quand même. Oui, absolument. Ça peut durer 4 ans, sans que ce soit un scandale. Et ça permet à l'instruction d'avancer, aux enquêtes d'avancer. Et il faut quand même que le public sache aussi, même si nous sommes tous fascinés par ce genre d'histoire, que ce que nous savons du dossier n'est qu'une toute petite part du dossier. Partie, bien sûr. Un mot sur les... Enfin, ça existe depuis toujours, mais les violations du secret de l'instruction, c'est-à-dire quand on retrouve un dossier quasiment in extenso dans la presse. Oui, au-delà d'un dossier, il y a des gens qui sortent de garde à vue et qui lisent dans tel ou tel journal le contenu. Bon, c'est... Moi, je dirais que ce sont des dommages collatéraux parce que nous avons changé d'époque, tout simplement. Donc maintenant, le secret de l'instruction est un petit peu, pardonnez-moi l'expression, un secret de polichinelle, quoi. Bon, voilà. Mais bon, il faudrait pas que toutes les règles soient abolies et avant tout, la présomption d'innocence, bien sûr. Chronique criminelle et autres histoires extraordinaires. Donc, c'est en kiosque depuis mercredi dernier. C'est un tirage ambitieux. Je crois qu'il y a plus de 150 000 exemplaires qui ont été tirés, ce qui est courageux en ces périodes compliquées pour la presse. Il est très bien fait. Il est extrêmement bien fait. Il y a surtout une très bonne équipe, quoi. Parce que moi, je suis conseiller. Comment vous travaillez, vous ? Moi, je suis conseiller de la rédaction, si vous voulez. Donc, je vis en symbiose avec cette équipe qui est vraiment, je ne le dis pas pour leur faire plaisir s'ils m'écoutent, mais ce sont tous à leur poste dans leur domaine des gens qui sont proche de la perfection. Il ne faut jamais être parfait. Formidable, les compliments, on prend. Merci à vous, Jacques Pradel. Chronique criminelle et autres histoires extraordinaires. Les dossiers, ça s'appelle les dossiers de Chronique criminelle. Et puis sur TFX également, toutes ces histoires sur lesquelles vous revenez et que vous racontez. C'est le samedi 15 avril le prochain, la mort mystérieuse de l'institutrice. Tout de suite, c'est Jean-Jacques